Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette série de vidéos autour des arts internes. Je vais vous parler donc des arts internes. Le Tai Chi Chuan est un art interne, le Qigong est un art interne, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, on le découvrira progressivement dans cette série. La Chine, avec environ 400 styles, écoles ou traditions différentes, est souvent considéré comme le berceau des arts martiaux modernes. Le terme qui rassemble tout, le terme générique approprié est Wushu. Wushu qui veut dire art martial. Cependant, au début du XXe siècle, le mot Goshu, Koshu, arts nationaux a été utilisé. Donc pendant la période qu'on appelle républicaine, 1928 à 1937, on le retrouve encore aujourd'hui à Taïwan et à Hong Kong. Et puis ici en Occident, on parle de Kung Fu. Kung Fu, en fait, n'est pas un terme spécifique pour les arts martiaux. Il se réfère dans l'idée classique chinoise d'accomplissement. Alors, dans cette grande diversité, les spécialistes distinguent deux courants principaux. Les styles externes, qui utilisent davantage une force musculaire, et les styles internes qui privilégient l'énergie interne, le Qi. Certains sinologues préfèrent, comme Catherine Despeux, préfèrent traduire Qi par souffle, mais le mot énergie est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. L'école externe, qu'on appelle exotérique, Weijia, famille externe, en chinois est apparentée au temple de Shaolin, situé dans la province de Henan. Tandis que l'école ésotérique, Neijia, la famille intérieure, est reliée au fameux centre taoïste du mont Wudang, le mont du guerrier véritable, qui est localisé dans la province du Hubei. Le guerrier véritable, c'est surtout une guerre contre les forces de division que nous portons en nous. C'est tout un cheminement et un travail intérieur. Il y a d'ailleurs tout un itinéraire qui est repris sur le mont Wudang, un itinéraire architectural sur cette montagne, espace sacré, espace naturel, et cet itinéraire reprend les différentes étapes de cet itinéraire intérieur. Alors l'habitude chinoise, mais c'est une habitude qu'on retrouve ailleurs, de rattacher les grandes découvertes, les inventions ou des idées à des personnages anciens et illustres, se trouve des deux côtés. Et donc l'école de Shaolin invoque le moine indien Bodhidharma, introducteur du bouddhisme Shan en Chine vers le 5e, 6e siècle de notre ère. Tandis que le mont Wudang se réclame de l'ermite taoïste Chang Sangfeng. Chang Sangfeng aurait créé le Tai Chi Chuan vers le XIIe siècle ou un peu plus tard. On a affaire à un personnage légendaire et il a fait ça après avoir observé un combat entre un serpent et un oiseau. Le serpent, dans nombre de traditions, symbolise les forces de la terre, les forces de vie. L'oiseau symbolise l'esprit, les forces de vie. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que ça a commencé comme un combat, mais puis c'est devenu une sorte de communion. Et on peut dire qu'en fonction de la légende, du mythe de la création du Tai Chi Chuan, cet art viserait à réunir les forces de vie, celles du serpent, et les forces de l'esprit, celles de l'oiseau. La distinction entre école externe et école interne peut sembler artificielle. On dit que c'est surtout le fait des représentants de l'école interne qui ont eu envie de se distinguer et de légitimer leur démarche. Ils se seraient rassemblés et puis ils auraient voulu faire ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte d'image de marque. Mais en même temps, comme ça s'est fait il y a maintenant quelques siècles, les principes qu'ils ont mis en avant ont été quelque part peut-être plus incorporés que dans l'autre démarche. Un travail sur l'intentionnalité, un travail sur la conscience, un travail sur la perception. Néanmoins, comme toutes les catégories, c'est
artificiel, mais il est nécessaire quand même, les catégories ne sont pas nécessaires, dit Chen, mais il est nécessaire qu'il y ait des catégories. Si on va plus loin, les tenants de l'école de Shaolin ne négligent pas totalement le travail intérieur. Et les maîtres de Tai Chi Chuan, réels et vrais, exigent de leurs élèves un travail externe précis et rigoureux. Si on veut expliquer ça ou mettre ça en correspondance avec des notions d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir réellement un travail intérieur, il est nécessaire de respecter les lois de la biomécanique. Nous sommes tous soumis à la gravité. C'est un prérequis incontournable à une meilleure perception du flux intérieur. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.